Le corps de Robert Boulin a été retrouvé ce matin vers 9 h dans un étang de la forêt de Rambouillet. Dès hier soir, des recherches avaient été lancées car un des collaborateurs de Robert Boulin avait retrouvé dans le bureau du ministre un message écrit de sa main précisant son intention de mettre fin à ses jours en forêt de Rambouillet. Monsieur Boulin est arrivé par ce chemin en volant de sa 305 jusqu'au bord de l'étang rompu situé en forêt de Rambouillet. C'est un lieu qu'il connaissait bien pour l'avoir parcouru à cheval il y a plusieurs années. Après avoir rédigé un bref message d'adieu à sa famille, au dos duquel il précisait que les clés de sa voiture étaient dans la poche arrière de son pantalon, il a, semble-t-il, absorbé des barbituriques, fermé les portières de sa voiture à clé, puis s'est avancé vers l'étang, au centre duquel les gendarmes l'ont retrouvé ce matin, après plus de 3 heures de recherche. Le corps de M. Boulin se trouvait à 5 mètres du rivage, repêché par les pompiers. Il était ensuite transporté à bord d'un hélicoptère vers l'Institut médico-légal. Après cette mort, on sent ce soir qu'une polémique vive, dure est prête à s'engager. Le directeur de Minute justifie l'attitude de son journal. Celui du Canard enchaîné se défend d'avoir calomnié. Au passage, il attaque les moyens officiels et officieux, comme il dit, d'information, parce qu'ils ont fait un rapprochement, certains d'entre eux du moins, un rapprochement avec l'affaire Salingro. Vous savez, le ministre du Front Populaire qui s'était suicidé en 1937 parce qu'une campagne de presse féroce le faisait apparaître comme traître lors de la guerre. Pour notre part, à vous qui nous regardez, nous vous laisserons soigneusement la dure et sereine réflexion, malgré le drame qui conduira, sereine réflexion sur ce drame qui conduira à votre propre jugement. Pardon. Nous ferons juste observer au passage, sans nous mêler de ce qu'ont dit nos confrères, sans juger leur liberté, ça les regarde, que le moment n'est pas venu de mettre tout le monde dans le même panier des censeurs, comme l'a dit le Canard ce soir, puisque les journalistes de télévision ont peut-être droit eux aussi à leur part de respectabilité. Cette bataille-là ne sera en tout cas pas celle de cette rédaction. Pour refermer cette édition spéciale, passons à autre chose de plus constructif. Laissons parler un homme qui a bien de la sagesse ce soir, bien de la tolérance aussi, me semble-t-il, le fils, Bertrand Boulin. Un homme de cœur qui passe sa vie depuis 10 ans au service des enfants et qui me semble faire preuve dans sa douleur et son chagrin d'une très belle élévation d'esprit dont on peut s'inspirer. C'est une immense honnêteté, on l'a mise en cause, ça l'a bouleversé. Pourtant c'est un homme qui a donné l'image d'un homme solide, au nerf d'acier, c'est un geste qui ne lui ressemble pas. Vous savez, je vais vous faire une confidence, on a beau être très solide, lorsque l'on vient sur un certain nombre de terrains, et je le sais pour avoir été moi aussi victime d'attaques, malgré votre solidité, et je dirais à cause de votre solidité, car l'équilibre est fragile, à cause de cette solidité, je crois qu'on est fragile. Et je crois que, comme vous savez, les chênes qu'on abat, le jour où vous donnez un coup, n'est-ce pas, dans un chêne, il peut s'abattre, il suffit d'un vent, même si ce vent est mauvais. Et je crois que c'est ce qui lui est arrivé. Et c'est une tragédie pour nous tous, nous sommes bouleversés, nous sommes terrifiés. Mais je dirais qu'on est inquiets aussi, parce que le fait qu'on abatte des hommes comme lui, ça me paraît très grave. Alors bien entendu, dans l'avenir, on cherchera des responsabilités. Mais ce que je veux dire en tant que fils, et il faut le prendre comme tel, c'est que il était d'abord honnête. C'est un homme, sans vous faire de confidence, qui, depuis 10 ans, dans mes luttes pour les enfants, m'a aidé financièrement, affectivement, amicalement. C'est une perte immense pour nous, il nous manque et c'est une tragédie. Mais je suis inquiet parce que je ne saisis pas bien ce qui a pu l'abattre hors ces attaques. Alors justement, venons-en à ces attaques, à ce qui fait dire tout à l'heure à Raymond Barre que ce suicide était la conséquence de certaines ignominies et d'une grande bassesse. À ce qui a fait dire aussi à Jacques Chaban-Delmas qu'on pouvait presque parler d'assassinat. Tout se concentre vraisemblablement autour d'un dossier, celui de l'achat d'un terrain et de la construction de la résidence secondaire de Robert Boulin à Ramatuelle, près de Saint-Tropez. Paul Lefebvre nous explique maintenant les aspects techniques, vous allez voir, assez complexes de ce dossier révélé par la presse il y a une quinzaine de jours environ. Cette maison de vacances est sans doute devenue le cauchemar de Robert Boulin. Mais elle n'existait pas en 1967 lorsque l'affaire du Val-de-Bois a débuté. À cette date-là, un promoteur, Henri Tourné, était propriétaire de 36 hectares à Ramatuelle, pour lesquels il obtient un permis de construire un lotissement, mais comme Henri Tourné tarde à construire ce lotissement, le permis devient caduc et une nouvelle réglementation en 68 lui interdit d'édifier le projet. Dans cette affaire, il semble d'ailleurs que Henri Tourné ait toujours cherché à faire pression sur Robert Boulin pour obtenir, malgré la nouvelle réglementation, un nouveau permis de construire pour son lotissement. Toujours est-il qu'en janvier 73, Henri Tourné vend la plus grosse partie du terrain, soit une trentaine d'hectares, à 3 hommes d'affaires normands qui croyaient, disent-ils encore, qu'on pouvait toujours construire sur ce terrain, et eux-mêmes avaient un projet de lotissement. Cette vente n'est pas enregistrée au bureau des hypothèques de Draguignan pour des raisons qui ne sont pas très claires. Mais dès ce moment-là,
Les trois acheteurs normands se croient propriétaires du terrain, alors que Henri Tourné, prenant prétexte que cette vente n'a pas été enregistrée, revend une nouvelle fois le terrain à une société suisse, Olitour, dont on dit par ailleurs qu'il serait l'actionnaire majoritaire. Rien ne prouve que Robert Boulin ait été au courant de cette double vente lorsqu'en 1974, il achète à la société suisse Olitour 2 hectares à cet endroit pour y construire une villa. Et le ministre, respectant la nouvelle réglementation, présente un projet et obtient son permis de construire, édifie sa maison de vacances. Mais les trois acheteurs normands contestent tout de suite la vente et par le fait même la validité du permis de construire obtenu par Robert Boulin. En 1975, sur plainte de la Chambre des notaires de la Manche, une information est ouverte qui débouche, après quelques péripéties, qui débouche le 12 juin 1979 sur 2 inculpations. L'inculpation de Maître Groult, le notaire qui a enregistré, qui a accepté d'enregistrer la vente entre Henri Tourné et Olitour, et sur l'inculpation aussi d'Henri Tourné, accusé d'avoir vendu 2 fois le même terrain. C'est le notaire des acquéreurs qui m'a demandé, ainsi qu'un monsieur Breton, qui m'a demandé de revendre ces terrains qui avaient été vendus par acte non publié, qui m'a demandé de les revendre à une société Olitour parce qu'il pensait que cela pouvait régulariser l'opération. Depuis 1976, Robert Boulin tentait de savoir, à l'aide d'un notaire de Gogolin, s'il était réellement propriétaire de son terrain, si sa parcelle faisait partie des 30 hectares vendus une première fois à Henri Tourné aux 3 acheteurs normands. Il semble qu'une étude de géomètre établie le 13 janvier 1978 ait révélé que le terrain Boulin ait été en effet vendu 2 fois par Henri Tourné. Il semble aussi que les 3 acheteurs normands aient refusé d'échanger le terrain Boulin contre un terrain libre. L'information, l'enquête en cours démontrera si l'ensemble de ces opérations avait été porté à la connaissance du ministre du Travail. Il s'en est en tout cas toujours défendu. Robert Boulin s'est-il suicidé ou a-t-il en fait été assassiné? Plus de 4 ans après les faits, un second rapport d'autopsie du corps de l'ancien ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing paraît contredire l'hypothèse du suicide, en tout cas aux yeux de sa famille. Et le fils de Robert Boulin n'hésite pas aujourd'hui à lier la disparition de son père à l'affaire des avions renifleurs d'Elf-Aquitaine. Marcel Tria et Jean-Marc Dubois. C'est ici, en forêt de Rambouillet, que l'on avait retrouvé le corps de Robert Boulin le 9 octobre 1979 à 9 h du matin, sur le bord de l'étang de Hollande. La mort remontait à la veille au soir. Dans sa voiture, un Bristol portant quelques mots d'adieu à sa famille. Très vite, les enquêteurs concluaient au suicide par noyade, d'autant plus que Robert Boulin, qui était l'objet d'une campagne de presse, avait écrit la veille plusieurs lettres dans lesquelles il annonçait son intention d'en finir. Mais le 7 juin 1983, Bertrand Boulin, le fils de l'ancien ministre, sa sœur et sa mère déposent une plainte contre X pour homicide volontaire. Le 29 octobre dernier, le corps est exhumé et une nouvelle autopsie est pratiquée. Les experts relèvent d'abord l'absence dans le rapport de la première autopsie de toute analyse des poumons qui aurait pourtant permis de conclure si Robert Boulin était mort par noyade ou non. Les contrôles radiologiques leur permettent surtout de constater 2 fractures, l'une des os du nez, l'autre de la mâchoire. Or, au moment du décès, le procureur de la République avait interdit l'examen du crâne. Des constatations qui rendent de plus en plus fragile la thèse du suicide. Eh bien, s'il ne s'agit pas d'un suicide, c'est évidemment un assassinat. Pour l'instant, nous sommes sûrs, ce sont les médecins qui emploient le mot de coup direct et violent. Ils envisagent également l'hypothèse d'une chute sur un objet contendant. Mais je connais bien les lieux, il n'y a pas de soldure ou d'objet contendant. Donc, il a été battu. Battu, nous n'avons pas la preuve de l'assassinat. Mais cette thèse-là est quand même en train de se vérifier bout par bout. S'il y a assassinat, quel serait alors le mobile? Alors, vous savez, ça, c'est en effet compliqué. Ce que je peux vous dire d'une manière très claire, c'est que mon père s'était aperçu, comme il l'avait écrit, je ne parle pas de la lettre posthume, mais comme il l'avait écrit, déjà que ses propres amis politiques l'avaient trahi. Un homme qui se sent trahi, qui se sent attaqué, peut se défendre et bien entendu à ce moment-là donner des dossiers. Si ces dossiers étaient trop importants, eh bien on peut comprendre qu'on les tuait. Je ne dis pas que c'est ça, je dis que c'est une thèse et une thèse qui se vérifie chaque jour. Alors ces dossiers, ce sont des dossiers qui concernaient toute une série d'affaires financières. Je vous dis ça, j'ai l'air très sûr de moi, mais je le suis, parce que ce sont des dossiers que j'avais vus dans son coffre. Alors ça concernait quoi et qui? Ça c'est compliqué parce que quand vous voyez quelque chose d'écrit, j'ai vu Sécurité sociale un jour, une autre fois j'ai vu El Ferrap,
Une autre fois, j'ai vu une entreprise qui est aujourd'hui nationalisée, mais qui ne l'était pas à l'époque. Eh bien, à chaque fois, on a vu ça, effectivement. Mais ce sont des dossiers qu'un ministre des Finances, puisqu'avant d'être au travail, il était ministre des Finances, anormalement. C'est nous qui en déduisons que c'était ça. L'affaire Boulin, une affaire judiciaire qui pourrait bien, dans les jours qui viennent, connaître des prolongements sur le terrain politique. L'affaire Boulin, tout de suite, je vous propose d'écouter une interview donc de Jean Lalande, l'un des beaux-frères de Robert Boulin. Ce dernier n'y va pas par quatre chemins. Jacques Chaban-Delmas m'a déclaré en 79, écoutez bien, ça s'est passé à Barsac, le soir des obsèques en Gironde, devant la famille, connaître l'assassin de mon beau-frère. Je m'en souviens, une nouvelle pièce que verse maintenant à ce dossier FR3 Jean Lalande. Au cours de la conversation, je sais qu'il a parlé et il a dit à un moment donné, en regardant ma sœur Colette Boulin, il lui a dit Robert avait un dossier et si vous trouvez ce dossier, vous aurez la clé et nous pourrons agir. Si vous ne le trouvez pas, je ne pourrai rien faire et je ne lèverai pas le petit doigt. Bon, ceci dit, à un moment donné, il a parlé, il a dit il y a un assassin et il est dangereux. Voilà, je me souviens, alors je ne sais plus le contexte, l'ordre des phrases, je ne peux pas les nommer, mais je me souviens de cela. Ça m'avait frappé, c'est la raison pour laquelle je m'en souviens. Il vous a donc bien affirmé qu'il connaissait l'assassin? Qu'il connaissait, il dit il y a un assassin, il est dangereux. Le fait de dire qu'il est dangereux peut peut-être vouloir dire qu'il le connaissait. Je ne veux pas interpréter sa pensée. Moi je l'ai pris comme étant, je ne croyais pas au suicide de mon beau-frère, je ne voulais pas y croire et je continue à ne pas y croire. Et j'ai pris cela comme je pensais que le président Chaban-Delmas connaissait bien des choses. Alors pourquoi avez-vous attendu aujourd'hui pour faire ces déclarations? Parce qu'on ne me l'a pas demandé. Quand j'en ai fait parler à un moment donné, enfin, après les obsèques, il fallait attendre. De toute façon, je pensais qu'il y allait avoir une instruction, qu'il y avait et que l'on allait interroger, et que tout allait être remué comme ce l'est aujourd'hui. Or, il n'en a rien été. Et par la suite, ma famille, ma sœur et mes neveux n'ont pas, ils étaient choqués, en état de, et ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas réagi immédiatement. En plus, ils avaient des pressions et des menaces, ce qui fait qu'on a attendu. Le magazine L'Express relance l'affaire Boulin. L'ancien ministre, contrairement à la thèse officielle, ne s'est peut-être pas suicidé. Et pour appuyer cette thèse, le journaliste James Sarrazin révèle un détail dans le rapport d'autopsie que tout le monde avait négligé. Jusque-là. Je résume. D'après l'autopsie, il serait tombé sur le dos. Je parle de M. Boulin. Il serait tombé sur le dos après sa mort. Or, la thèse officielle est qu'il est mort le corps en avant. Conclusion de l'enquêteur, on a déplacé le corps entre le moment où il est mort et le moment où on l'a retrouvé. Par conséquent, il est difficile de défendre la thèse du suicide, dit le journaliste. Commentaire Jean-Daniel Fezaki. Dans les heures qui suivent la mort d'une personne et du fait de l'arrêt du cœur, apparaissent dans certaines zones du corps des collections sanguines, sortes d'hématomes, et qu'on appelle lividités cadavériques, des lividités qui sont immuables. Robert Boulin fut découvert mort dans la position de la prière musulmane. Il aurait donc dû présenter des lividités sur le ventre, la face et les tibias. Or, les deux légistes ont constaté l'existence de lividités dans la partie postérieure du corps. De là l'hypothèse que formulent certains, Robert Boulin ne serait pas mort dans la position où il fut découvert et son corps aurait été retourné. Si on ajoute à cela que les viscères de Robert Boulin, et en particulier ses poumons, ont étrangement disparu, on comprendra que la bataille d'experts pour déterminer la cause du décès de l'ancien ministre n'est pas près d'être terminée. L'affaire Boulin, le parquet a requis, vous le savez, un non-lieu, reste maintenant au juge d'instruction à se prononcer pour soit un complément d'enquête ou classer l'affaire. Cette décision du ministère public, du parquet, scandalise la famille de l'ancien ministre. Je vous propose d'écouter maintenant Colette Boulin, l'épouse de l'ancien maire de Libourne. Je suis scandalisée, bien entendu. D'abord, il y a des années que je suis scandalisée. Et ce réquisitoire, mon avocat s'est précipité, qui a appris aussi par la télévision, s'est précipité au parquet et a pu lire ce réquisitoire. Et j'ai cru comprendre que c'était un très mauvais roman de la part du parquet, qui ne répond à aucune des questions essentielles, car vous savez qu'il y avait 40 anomalies. Les principales sont les fractures de la face,
ce sont les lividités. Mon mari a été trouvé mort sur le ventre et il avait les lividités dans le dos. Or, normalement, il aurait dû les avoir sur le ventre. Et puis, il y a dans le dossier, il appert d'une façon formelle que les gens qui sont allés chercher mon mari étaient pleins de boue, avaient de la boue jusqu'à mi-cuisse, dans les 60 cm d'eau. Bon. Eh bien, mon mari n'avait de boue ni sur les vêtements, ses mocassins étaient restés à ses pieds, et il n'y avait aucune trace de boue. Ce qui prouve bien que j'ai raison, qu'il a été assassiné, qu'il y a des assassins, que je ne sais pas pourquoi on les protège, et qu'on nous met que des entraves pour ne pas que nous trouvions cette vérité que nous cherchons, et que nous découvrirons, je suis formelle. 30 octobre 79, le corps sans vie de Robert Boulin est retrouvé dans 50 cm d'eau d'un étang en forêt de Rambouillet. Robert Boulin, ministre du général de Gaulle, de Pompidou et de Giscard d'Estaing. 17 ans de carrière ministérielle. Un suicide pour les autorités. Ce livre pourrait relancer l'affaire. Pour son auteur, de trop nombreux éléments n'ont pas été pris en compte. D'abord, le témoignage d'un ancien assistant des médecins légistes qui explique qu'il y avait des coups sur le crâne de Robert Boulin et une estafilade sur le poignet droit du ministre. Et pour lui, c'est clair, le ministre a été assassiné. Aujourd'hui, ce qui est aberrant, c'est de voir que cette affaire n'a jamais vraiment été instruite comme il aurait fallu. C'est-à-dire, on n'a pas vérifié tout simplement s'il y avait une noyade, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de l'eau dans les poumons du ministre. Tous les scellés judiciaires ont été volés de façon illégale. Les dossiers du ministre ont tous disparu. Rien n'a été fait en fait pour vraiment connaître la vérité. Un sentiment partagé par la fille de Robert Boulin qui se bat depuis 27 ans pour connaître la vérité. Le corps de mon père a été retrouvé officiellement à 9h moins le quart un mardi matin et monsieur Raymond Barre, monsieur Bonnet qui était à ce moment-là aussi ministre de l'Intérieur, tous ces gens étaient au courant de la découverte du corps de mon père 7 heures avant la découverte officielle. Alors vous voyez que déjà, dès le départ, les choses n'étaient pas normales. Et ils étaient non seulement au courant qu'on a retrouvé le corps, mais en plus qu'il s'était suicidé par barbiturique. À l'époque, le ministre est cité dans une affaire immobilière frauduleuse, ce qui aurait motivé son geste, thèse à laquelle ne croit plus la famille. Robert Boulin aurait été en possession de dossiers compromettants pour certains dirigeants du RPR. Fort de ces faits nouveaux, la famille réclame une réouverture de l'instruction. Près de 30 ans après les faits, la justice va-t-elle ouvrir une instruction sur l'affaire Boulin? Le procureur rendra sa décision cet après-midi à la demande de Fabienne Boulin, la fille de l'ancien ministre qui s'appuie sur de nouveaux éléments et est convaincue que son père ne s'est pas suicidé. Pour elle, il s'agit d'un assassinat. Joseph Tual et Rally Daoutaï. Fabienne Boulin ne croit pas au suicide de son père, Robert Boulin. En octobre 1979, le ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing est retrouvé mort dans un étang de la forêt de Rambouillet. Après un premier rendez-vous au mois de juin dernier, elle sera reçue cet après-midi par le procureur général de Paris. Je suis assez sereine du fait que nous avons des faits nouveaux qui sont considérables et qui justifient une réouverture de l'instruction. Parmi ces faits, le témoignage du Premier ministre de l'époque, Raymond Barre. Celui-ci va à l'encontre de la thèse officielle, qui veut que le corps n'ait été découvert qu'à 8h40. Nous nous sommes procuré cette déclaration. Et M. André Rossi, qui à 3h du matin, dans la nuit, un coup de téléphone m'apprend on vient de découvrir le corps de M. Boulin qui s'est suicidé. C'est mon collaborateur de garde qui est renseigné et qui me téléphone comme il doit me téléphoner, surtout quand il s'agit d'un ministre. Nous ne pensions pas que le RPR allait assassiner Boulin. Pourquoi ce décalage de 5 heures qui ouvre la porte à toutes les suspicions de manipulation? Pour certains, ce délai a peut-être permis de maquiller un meurtre en suicide. Fabienne Boulin, cet après-midi, devrait se voir communiquer les premiers résultats des investigations menées par la justice depuis 5 mois. Invitée de ce 12-13, la fille de Robert Boulin, Fabienne Boulin-Burja, bonjour. Vous aviez déjà demandé en vain la réouverture de l'enquête. Vous pensez que ces nouveaux témoignages vont faire la différence cette fois? Bien écoutez, c'est un combat difficile depuis 30 ans.
La thèse officielle reste inchangée depuis 1979, alors que des faits nouveaux s'accumulent qui montrent et démontrent qu'il s'agit bien d'un assassinat. J'aimerais que la justice de mon pays ait le courage de lever le voile de la vérité sur cette affaire. Et cette fois, ça vous semble encore plus solide que la dernière fois ? Bien écoutez, c'est très solide parce qu'en plus il y a des témoins de grande qualité que l'on ne peut pas remettre en cause, comme Monsieur le ministre Charbonnel. Et alors justement, le Jean Charbonnel cite deux personnalités politiques qui pourraient être impliquées. Vous savez qui ça peut être? Mais non, parce que je n'ai pas vu Monsieur Charbonnel, moi, donc on n'en a pas discuté. Mais de toute façon, moi je demande à la justice de faire la vérité. Mais il faut bien sûr entendre ce témoin-là, qui est capital quand même. Et dans votre fort intérieur, vous avez une idée de qui aurait pu commanditer cet assassinat, si assassinat il y a eu? Écoutez, je me doute en tout cas effectivement de l'entourage et je sais bien que c'est politique, oui. Vous avez toujours dénoncé un complot. Aujourd'hui, il y a des langues qui se délient. À votre avis, qui a intérêt, 30 ans après, à couvrir encore ce secret? Bien écoutez, Monsieur Charbonnel dit que ces personnalités qui seraient impliquées dans l'assassinat sont toujours vivants. Donc vous voyez, les assassins courent toujours. Et en plus, quand on fera la vérité sur cette affaire, on montrera les vols, les enquêtes escamotées, les vols de scellés, les choses considérables qui montrent que notre société est malade et qu'il est temps peut-être qu'on nettoie les écuries de Gias et qu'on fasse la vérité sur cet assassinat. Et si la justice française reste sourde à ce nouvel appel, jusqu'où êtes-vous prête à aller? Mais voilà, donc nous allons faire une demande de réouverture, et si celle-ci n'est pas acceptée, on ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, bien entendu. Merci beaucoup Fabienne Boulin-Burjat d'avoir répondu à notre invitation.